Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. En cet épisode, je pense qu'on est rendu à l'épisode 69. Ben oui, joke de 3e année. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous profitez de l'été pour ceux et celles qui m'écoutent. Peu après la sortie du podcast, en fait, la majorité des gens, je regardais une récente étude là, sur l'impact des podcasts, puis la majorité des gens écoutent leurs épisodes tout de suite quand ils sortent. Et ensuite, les autres là, les découvrent par après. Mais ce qui est intéressant aussi, qui est sorti dernièrement comme statistique par rapport au podcast, et j'en ai parlé dans un de mes posts. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me suivez sur les réseaux sociaux? Venez me répondre pour me le dire. J'aime ça, échanger avec vous. Alors, si vous me suivez, donc, j'en ai déjà parlé. Je pense que les podcasters ont 59% plus d'influence que les influenceurs par rapport à des collaborations commerciales potentielles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens suivent font plus confiance aux podcasters qu'aux influenceurs. Puis, c'est quelque chose que moi, je me doutais là, d'instinct. Parce que si je toujours, moi, je me pense que j'ai développé une bonne expertise dans le contenu, peu importe que ce soit du contenu numérique, télé, radio, musique, etc. Parce qu'à la base, je suis un bon public. Puis je regarde ce que je consomme parce que je commence toujours à consommer quelque chose avant tout le monde. Là, je vous l'ai dit, comme mon cerveau, il skip un peu. Des fois, il est un petit peu en avance. Moi, les podcasts, là, j'écoute ça depuis 15 ans. Et c'est sûr que les podcasters que je suis, je les connais, c'est comme mes amis. C'est des gens qui finissent par faire partie de notre vie. Alors, quand on les connaît bien, puis qu'on voit qu'est-ce qu'on peut avoir comme affinité avec cette personne-là, ben, on va lui faire confiance pour certaines affaires. Fait que c'est pas une statistique là qui m'a surprise, pas du tout. Parce que moi-même, si je regarde là ce que j'aime, qui je suis, ben je suis beaucoup plus des podcasteurs que des gens qui font de l'influence là. Quoique maintenant, c'est en train de se développer. Là, une des raisons principales pour laquelle on est occupé chez J'ai une idée, c'est parce qu'il y a une opportunité sur LinkedIn en ce moment. C'est-à-dire que le marché de l'influence grandit. Les entrepreneurs ont réalisé qu'avoir de l'influence numérique, donc développer leur réputation numérique, c'est super bon pour la business, c'est aussi bon pour les opportunités personnelles. Alors, les gens en profitent parce que quand on est le premier, on peut excusez-moi, je viens d'avoir une notification, justement, de mon show de radio. Quand on est le premier sur une plateforme, ben, c'est plus facile de développer une audience importante avant les autres. Donc, c'est une opportunité, fait que c'est pour ça qu'on est occupé. Et donc, les influenceurs, ça va aussi devenir des gens, des PDG, des professionnels, des VP, beaucoup de gens dans le domaine du recrutement commencent à être des influenceurs. Ils ont saisi ça, là, l'opportunité de devenir connus, ces réseaux, justement pour pouvoir avoir accès à une bonne banque de candidats, j'imagine. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jenny Duquette et je cherche présentement mon texte d'introduction. Ça ne pas être fière de moi, là. Je cherche. On est en mode été, hein? Alors, vous allez me permettre un peu des petits incartades aujourd'hui parce que... Ah, tu sais, j'en ai un autre aujourd'hui. J'ai une idée est un podcast audacieux et captivant qui plonge
Au cœur des stratégies de notoriété, de création de contenu et de monétisation à l'ère numérique. À travers des histoires fascinantes, j'explore les succès et échecs de personnalités publiques, artistes et entrepreneurs qui ont marqué la scène médiatique et culturelle. Chaque épisode met en lumière des anecdotes inédites, des analyses percutantes et des réflexions profondes sur l'influence, la réputation et la manière de se démarquer dans un monde saturé par l'image et les réseaux sociaux. Alors, bienvenue dans J'ai une idée. Mon nom est Jeanne Duquette et aujourd'hui, on va parler de l'affaire virale de la semaine, bien évidemment. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter, mais cette semaine, tout le monde parlait d'Andy Byron. Andy Byron, c'est un phénomène numérique, mais qui a explosé à l'extérieur des plateformes. Donc, tu sais, souvent, je vous parle de phénomènes numériques qui explosent pas. Donc, vous êtes les seuls à le savoir, vous puis moi, parce que ça transfère pas dans les médias traditionnels. Mais là, ça fait le tour du monde. Donc, Andy Byron, qui est PDG d'une licorne. Une licorne, on appelle ça comme ça parce que c'est une start-up qui devient financée super rapidement, puis donc elle est financée à des billions de dollars, là. Donc, il est PDG de cette entreprise-là. Il se présente à un concert de Coldplay avec sa VP ressources humaines et il y a une kiss cam dans les concerts de Coldplay. Donc, une kiss cam, c'est un peu comme il y a aux parties de hockey ou de basketball. Ils vont mettre des gens du public à la caméra puis à l'écran géant. Puis là, la plupart du temps, c'est un couple là, que les caméramans ont spoté. Là, parce que les caméramans, ils checkent là, dans la foule, qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils spotent un petit couple. Puis là, il les met en gros sur l'écran géant. Puis là, le couple s'embrasse. Et là, l'affaire, c'est que c'est qu'ils mettent ce couple-là qui est enlacé, tu sais, en se disant ils vont bien s'embrasser, sauf que les deux se cachent. Quand ils se voient sur l'écran géant, ils font un effet de surprise horrifié, puis ils se cachent. Alors, c'est suspicieux. Puis là, Chris Martin de Coldplay dit « Oh my God! » Ou bien ils sont extrêmement gênés, ou bien c'est sa maîtresse. T'sais, il l'a sorti de même, c'est plus fort que... T'sais, il l'a sorti en pensant pas que ça allait être un scandale mondial. Mais effectivement, les gens... Ça doit être les enquêteurs TikTok. Hein? Quand je vous dis ça, les enquêteurs TikTok, c'est le public là, qui décide d'aller fouiller puis chercher. Et donc, ils se sont mis à fouiller puis chercher, puis ils ont découvert que c'était Andy Byron et sa chef ressources humaines, qui n'est pas sa femme. Les deux sont mariés. Les deux avaient une aventure. Et donc, sont captés là, sur l'écran géant. Puis il y a une fille qui filmait ça. Parce que ça se peut que ça reste en circuit fermé. Ils sont dans un stade, ils étaient à Boston, là, et ce qui se passe à Kisscam, ça devient pas nécessairement un événement viral sur les réseaux sociaux. L'affaire, c'est qu'il y a une fille qui a filmé ça, et là, la fille l'a publié sur les réseaux sociaux, et c'est là que c'est devenu viral. Alors, puis la fille, c'est quelqu'un du public, là, c'est pas une professionnelle. Donc, ça devient viral, c'est partagé partout, les gens le reconnaissent. Donc, tout le monde parlait de ça, puis c'est un scandale énorme quand... C'est pertinent que ce soit une licorne, OK? Parce que ce qu'on appelle les licornes, c'est des compagnies qui font affaire avec énormément de financiers qui vont prêter de l'argent parce qu'ils sont sûrs que ça va faire énormément... La compagnie n'est pas encore publique. Puis, tu sais, en termes de business, là, une compagnie reste privée pendant longtemps, mais quand tu t'en vas public, souvent, tu peux faire 100 fois ta mise, tu sais. Fait que tu as misé dans une compagnie qui devient éventuellement publique, donc cotée en bourse, puis là, tu vas faire plein d'argent. Fait que là, il y a plein de monde qui ont prêté plein d'argent à cette compagnie-là qui n'est pas encore publique, mais la minute qu'elle devient publique, tout le monde fait de l'argent. Sauf que là, quand son PDG est filmé devant le monde entier que ça devient viral avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave?
Là, tout le monde a parlé de ça, puis les parodies ont commencé. C'est ça aussi, tu sais, une des raisons pourquoi ça fait tant le tour du monde, c'est que là, les parodies, ça n'a pas été long. Tout le monde parodie ça. Dès le lendemain, je pense, dans un match sportif, là, ils ont mis les deux mascottes de l'équipe, puis tu sais, à une, ils ont mis, tu sais, des cheveux blonds, un peu comme la fille, là, qui était dans la vidéo. Puis là, les deux mascottes se sont fait prendre, puis là, ils se sont cachés. En tout cas, c'est très drôle, là. Puis il y a un gars aussi qui s'est présenté au match avec tu sais, un gros carton écrit, tu sais, vous pouvez nous mettre dans Kiss Cam parce que c'est ma femme qui est à côté de moi, tu sais. C'est bel et bien ma femme, là. Fait que bref, bon. Fait que là, les humoristes s'emparent de ça, là, ça augmente la viralité. Et beaucoup de monde, donc, filme ou poste ce vidéo-là ou des captures, puis ils font des commentaires là-dessus. Parce que ce qui est viral, ben ça va attirer l'attention des gens et ça peut faire augmenter les vues sur ta page quand tu te construis une audience. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre des événements d'actualité puis qui vont aller commenter ou faire du sujet là-dessus. Alors, et moi, je le fais parfois, pas toujours, sur mes réseaux sociaux. Je sais pas si vous me suivez, là, mais sur LinkedIn, tu sais, si vous me suivez pas sur LinkedIn, je vous invite à venir me suivre. Il y a du contenu original que je partage pas ailleurs. Sinon, sur Facebook Pro aussi, vous allez retrouver pas mal de posts, là. Puis quand je vais faire, tu vois, exemple, ce commentaire-là que j'ai fait sur Andy Byron, je l'ai fait juste sur LinkedIn. Je ne l'ai pas fait ailleurs parce que mon point de vue était pertinent sur LinkedIn par rapport à ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux aller dire que le monde ne va pas dire? Puis je me suis mis à la place de si j'avais à gérer cette crise-là, si Andy Byron était mon client. Puis j'ai voulu faire un commentaire, non pas sur le geste, mais sur ce qui, selon moi, dans une crise comme ça, va déterminer si on passe au travers ou pas. Puis c'est pas, parce que là, tout le monde y allait de, bon, ça va-tu avoir de l'impact sur son entreprise? Ça va-tu avoir de l'impact sur, tu sais, il va arriver quoi? Ça va-tu avoir de l'impact sur sa vie? Là, il y a plein de monde qui disent, ben c'est leur vie privée, laissez-les tranquilles. D'autres, c'est, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, faire ça. Puis, alors, peu importe la stratégie, parce que d'autant plus qu'il y a une lettre qui est sortie. C'est ça qui m'a donné l'idée d'aller écrire. C'est parce qu'il y a une lettre qui est sortie de la part de l'entreprise, donc de Andy Byron, et qui était supposément une lettre d'excuse de sa part qui citait du Coldplay, puis qui... mais c'était un faux. Je suis allée faire des recherches, puis c'était un faux. Alors, puis là, c'était leur supposément réponse. Puis là, j'ai lu la supposément réponse. Puis là, je me demandais, tu sais, ça aurait l'air de quoi une réponse qui fonctionnerait? Puis j'ai poussé plus loin. Parce que moi, avant d'écrire une réponse que je pense qui fonctionnerait, parce qu'en relation publique puis ou en gestion de crise, il y a toujours des manières de s'en sortir. À moins que ce soit criminel, à moins qu'il y ait un acte criminel ou tout ça, mais il y a toujours moyen de s'en sortir ou de... Parce que pour moi, une crise, là, et c'est comme ça que je l'aborde, c'est comme ça que j'en parle à mes clients quand ça arrive, c'est parce que, hey, en passant, il y a beaucoup de clients que j'ai que je peux pas dire, hein. Fait que vous le savez pas. Tu sais, il y a une partie de ma clientèle qui veut devenir plus connue puis qui est content que moi je dise qu'on travaille ensemble, mais il y en a d'autres, tu sais, dont je gère la réputation, soit numérique, soit au complet, qui, eux autres, plus je travaille dans l'ombre, là, c'est pas nécessaire. Mais donc, quand on a une crise à gérer, ce que je dis toujours, c'est la crise, c'est un stage. C'est l'opportunité de prendre la parole. Aujourd'hui, avant, tu dépendais des médias pour prendre la parole en situation de crise. Tu dépendais de le journaliste, la presse, va-tu vouloir te parler pour que tu répondes? Puis, qu'est-ce qu'il va publier? Ça va-tu te servir? Ou le journaliste, Journal de Montréal, ou est-ce que la presse... Tu sais, à qui on parle après une crise? Bien, c'était quelque chose qu'il fallait envisager, mais aussi qu'on ne pouvait pas contrôler. Parce qu'un article, tu ne peux jamais le contrôler. Alors que maintenant, si tu prends le temps de te développer une réputation numérique puis un lien direct avec les gens qui te suivent, ta réponse est totalement contrôlée, c'est toi qui as fait. Puis tu as fait directement sur tes réseaux sociaux. Alors, il y a une façon de gérer sa crise en contrôlant le narratif.
Et donc, quand il arrive une opportunité comme ça, d'être entendu par tant de millions de personnes, parce que plus la crise est grosse, plus l'opportunité de parler, elle est grosse, il faut voir ça comme un stage. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on veut aller sur la scène? Puis c'est l'opportunité d'aller chercher l'attention de la bonne ou de la mauvaise façon. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir. Et soit de la part d'une organisation ou de l'employeur de la personne ou de la personne elle-même, si c'est elle, la fondatrice de la compagnie ou tout ça. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on parle? Ben ça dépend. Puis, pour moi, il y en a qui ne se posent pas cette question-là, mais je vais y arriver là, à vous dire qu'est-ce que ça dépend de. Ça dépend de la réaction de la personne face à la crise. Ça dépend, parce que le premier réflexe, là, surtout sur des personnalités connues ou des gens qui ont monté haut les échelons, une grosse blessure d'ego là, qui se fait là, parce que là, tu es humilié devant tout le monde. Quand tu es dans une crise numérique, là, c'est de l'humiliation fois 1000. Là. Alors, comment tu vas gérer ça? Puis le premier réflexe, là, dites-vous qu'humainement, là, puis c'est pas un jugement, là, tout le monde, ça va être ça, c'est ben voyons donc, comment ça qu'ils ont filmé ça? Ben voyons donc, pourquoi cette fille-là a filmé ça? Ben voyons donc, c'est quoi les chances? Ben voyons donc, il y avait 50 000 personnes au concert, pourquoi c'est faire que ça a tombé sur moi? Puis comment ça? Puis qu'est-ce que c'est? Puis je suis donc bien malchanceux. Puis c'est quoi cette histoire-là de filmer le monde dans des situations? Puis tu sais, la première réaction, ça va être dans la posture de victime. Et c'est là qu'arrive le parallèle que je vais faire avec vous, qui est risqué, là. Parce qu'on est un petit milieu au Québec, puis je me suis prononcée peu de fois sur cette question-là, mais les fois que je l'ai faite, c'est quelque chose qui polarise aussi, là. Mais bref, donc, on s'en va dans la posture de victime, puis là, pourquoi moi, etc. Puis, combien de temps après l'événement, il faut s'asseoir avec la personne, il faut parler avec la personne, comment tu te sens, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, moi, ce que je vais toujours vérifier, c'est est-ce que la personne va être capable de sortir de cette posture-là? Est-ce que la personne va être capable de monter au 2e étage puis de se voir aller, de se regarder aller et de voir donc le leadership, tu sais, un leadership plus conscient, un leadership plus incarné, plus fort, pour ne pas le dire. Est-ce que la personne va être capable de se voir aller et de voir sa part de responsabilité dans l'événement? Donc, de dire, ouais, ben c'est pas la faute de la personne qui m'a filmé ou des chances minimes que j'avais d'être pris dans la kiss cam au concert de l'affaire. Le problème, c'est que j'ai une maîtresse puis que je me suis présentée avec dans un événement public, tu sais. Fait que c'est ça qui a fait qu'ultimement, je me suis fait pogner, puis ultimement, je me suis fait humilier. Tu sais, ça a contribué, en tout cas. Tu sais, fait que d'être capable de regarder cet événement-là, puis de voir la prise de conscience et de voir si, parce que c'est cette prise de conscience-là qui, selon moi, détermine s'il y a une possibilité de rédemption possible. Puis, vous le savez, moi, j'ai pris quand j'ai recommencé à faire de la gestion de notoriété, de l'optimisation de notoriété, réputation. Pour moi, ce qui est important, c'est de nourrir de la notoriété responsable. Donc, des gens qui, oui, c'est un pilier, la notoriété aujourd'hui, d'être connu, c'est super puissant. T'sais. Alors, on va faire quoi avec ce pouvoir-là? Pour moi, c'est important. On va-tu faire quelque chose qui a de l'allure ou pas? Puis, dans un de mes rêves les plus fous et plus profonds, je vous dis, là, ultimement, là, ce que j'aurais aimé, mettons Candy Barron, c'est mon client, là. Bon, on laisse passer quelques heures, quelques jours, puis là, il faut gérer l'interne. Parce qu'à l'interne, c'est sûr que la crise la plus immédiate pour Astronomer, c'est le nom de sa compagnie, puis lui, c'est de gérer à l'interne, là. Parce que les employés, la confiance, l'équipe, les financiers, etc., il faut sécuriser tout ça là, à l'interne. Peu importe ce que monsieur, madame, tout le monde en parle, puis si Jimmy Kimmel parle de ça, c'est pas important. C'est Jimmy Fallon. À la limite, au début, là, premier, je dis c'est pas important. Je vous dis le premier réflexe, c'est d'aller voir à l'interne qu'est-ce qui se passe. Là, il y a plusieurs choses à l'interne, puis là, on l'a vu, là, ils ont pris la décision de lui dire, le conseil d'administration a dit, écoute, il faut que tu démissionnes, parce que c'est sûr que la compagnie n'étant pas encore publique,
Quand une compagnie est publique, là, on peut voir tout de suite si ça a de l'impact parce qu'on voit la valeur de l'action. Le lendemain matin, ça a-tu monté, ça a-tu descendu, ça a-tu changé quelque chose? Mais là, elle n'est pas encore publique. Fait que, est-ce que le conseil d'administration va prendre le risque que cette affaire-là affecte la potentialité d'aller vendre au public des actions d'Astronomer quand ça va devenir public? Est-ce qu'ils vont prendre la chance qu'au lieu de faire 10 fois ou 20 fois la mise, que ça va en faire juste 5? Quand ça devient aussi une conséquence financière que ça, ils vont pas prendre de chance, là. Fait que, tu sais, ils ont demandé de démissionner, puis c'est ce qui est arrivé, là. Puis lui, il a pas parlé, hein. C'est la compagnie qui a dit, bon, on a pris, tu sais, avec les valeurs de la compagnie puis tout ça, on a pris la décision de, bon. Fait qu'on a géré l'interne. Mais après ça, lui, là, sa vie, c'est un humain, là, sa vie est dévastée, là. Bon, la fille aussi, là, mais là, j'ai choisi de gérer le CEO. Parce que c'est sur lui, en fait, que les épaules des financiers, tu sais, la réputation du CEO, les financiers, c'est ça qu'ils vont prendre en considération. Puis le débordement dans le public, d'atteinte à la réputation, c'est un gros impact. Fait que là, ultimement, ce que moi j'aurais voulu entendre, là, c'est, écoute, c'est épouvantable. J'avoue que, parce qu'aujourd'hui, c'est-tu important l'intégrité de la personne qui gère une compagnie? Tu sais, les gens disent, tu sais, par rapport aux artistes, exemple, il faut séparer l'homme de l'œuvre. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre dans le cas d'un CEO d'une entreprise qui va devenir publique? Puis est-ce que ce qu'il fait dans sa vie privée va porter atteinte à ce qu'il peut faire dans sa vie publique? Et là, je sais, je vais y arriver à mon rêve, là. Excusez, c'est parce que je veux vraiment être concise dans ce que je vous partage, parce que c'est quand même important dans le raisonnement. Donc, est-ce que c'est important? Je vous dirais qu'aux États-Unis, OK, quand on est un pays qui a été dirigé par un gars qui a pu dire « grab them by the pussy », qui a eu une condamnation par rapport à une agression pour une femme, qui est élue quand même, est-ce que ça va avoir un impact sur la réputation? Pas sûr. Est-ce que Clinton est resté président? Ça n'a pas influencé les gens, le fait qu'il a été avec Monica Lewinsky. Et puis, plus récemment, on a Andrew Huberman, qui est un podcaster super populaire, là. C'est un gars qui parle de santé aux boys, là, par exemple, qui va parler de santé, de leadership aux boys, puis de tous les produits pour optimiser sa santé, l'entraînement, c'est ça, là. Bon, Huberman, bref, il y a eu un article en première page du New Yorker où il était exposé. Il y avait comme 5, 6, 7 blondes en même temps, là, puis chaque femme pensait qu'elle était la seule, puis chaque femme a été dévastée d'apprendre qu'il y avait des multiples relations en même temps. Ben, moi, je me suis dit, ça va peut-être affecter, la popularité. Zéro. Ça a zéro affecté la popularité de son podcast. C'est encore dans les podcasts les plus écoutés au monde. Puis, parce que les deux mondes sont en parallèle, là. Le monde qui l'écoute, peut-être sur numérique, qui ne sont même pas au courant de cet article-là dans le New Yorker. Deuxièmement, les gars, ça les intéresse peut-être pas, ce genre d'histoire-là. Ils pensent peut-être que ça n'a pas d'impact. Mais moi, je vous dirais que ça me rappelle... J'ai écouté une série dernièrement sur la vie de Bernard Tapie, qui est un homme d'affaires français très controversé. Puis bon, la série elle-même est controversée, mais c'était très bon. Si vous aimez les séries d'affaires, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Tapie, T-A-P-I-E, sur Netflix. Puis au début de son ascension, c'est un gars qui a bien des idées. C'est lui qui a comme inventé le Costco. Tu sais, le concept de Costco, c'est pas mal lui qui a inventé ça, je pense, en Europe, là, dans le temps. Puis quand il y a cette idée-là, là, de faire une espèce d'abonnement, puis qu'il va vendre à des prix, des laveuses sécheuses à des prix abordables pour les gens qui vont venir les acheter parce qu'ils sont membres, ça y prenait un investisseur. Puis l'investisseur, avant de lui dire oui, il l'a testé. Tapie était marié, puis l'investisseur avait une super belle secrétaire. Puis il avait beaucoup testé la loyauté de Tapie envers sa femme au départ, tu sais, en voyant comment elle allait se comporter avec sa secrétaire.
Années 60 oblige. Et puis, il dit, à un moment donné dans la série, il dit, parce que moi, quelqu'un qui va trahir sa femme va trahir son partenaire d'affaires. Tu sais, quand tu es capable de trahir la personne la plus proche de toi que tu aimes de surcroît, tu vas trahir tes partenaires d'affaires. Lui, c'est ça qu'il dit dans la série. Fait que c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Est-ce que ça devient... Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre en business? Ça, ma question, là, ça, c'est une question. Mais moi, je suis même pas allée faire un post là-dessus. Mon post, je l'ai fait sur la réaction de l'homme et sur la prise de responsabilité. Il va-tu sortir de son rôle de victime pour devenir responsable? Puis, est-ce qu'il... Mon rêve, c'est qu'il choisisse éventuellement de prendre le stage, que ce soit quelqu'un d'assez conscient, d'assez ouvert pour dire « Ouais, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. C'est vrai que l'intégrité d'un CEO, c'est important. Et c'est plus anodin de tromper sa femme en 2025. C'est plus anodin, puis moi, j'en reviens, là, vous allez voir, je vais vous parler un peu de mon concept du féminisme, là, mais la femme, là, jusque dans les années 60, dans plusieurs pays, n'avait même pas de personnalité juridique. Elle pouvait même pas avoir un compte de banque, elle pouvait pas s'acheter une maison. À partir du moment où elle se mariait, elle était la propriété de son mari. Puis, je me souviens quand j'ai appris ça en droit, là, dans notre premier cours, là, où il parlait de ça, il y a une fille qui avait levé la main, puis qui avait dit à notre prof, ça veut-tu dire que si le mari tue sa femme, c'est un suicide? On avait ri, tu sais, on riait, mais c'était pas drôle. Mais c'est parce que, tu sais, que la femme, elle avait juste la personnalité numérique de son mari, puis c'est lui qui fait signer pour tous les engagements, puis il n'y a rien, tu sais, qui appartenait à elle, tout appartenait à lui. Fait que comme la femme était vue comme sans personnalité juridique, puis comme un objet, ben, quand on perçoit la femme comme un objet ou un accessoire, c'était pas vu comme un manque d'intégrité ou un manque de loyauté par certaines personnes de tromper sa femme, puis, tu sais, c'était pas quelque chose qui devait être pris en considération. Ce qu'on en conclut aussi, c'est qu'aux États-Unis, pendant longtemps, la performance est bien plus importante que tes valeurs personnelles, quand on regarde si on garde quelqu'un en poste ou pas. Là, est-ce que ça a changé? Puis est-ce que ce qui est arrivé à ce CEO-là peut permettre une discussion saine là-dessus? Puis sur LinkedIn, c'est même pas ça que... Tu sais, mon post, je parlais surtout de responsabilité. Tu sais, moi, ce qui va déterminer, donc, parce que là, c'est aller plus loin, d'aller jusqu'à mon rêve de quelqu'un qui dise « Hey, ça se peut que ça affecte l'intégrité. » Puis c'est vrai que les femmes, c'est plus des objets, puis qui méritent notre respect, puis qui méritent qu'on soit loyaux, puis qui méritent pas qu'on aille d'autres relations en public, puis etc. Tu sais, puis écoute, je le sais qu'il y a des nuances à cette question-là. Là. Je le sais qu'il y a 1001 nuances, là. Mais ceci dit, tu sais, c'est une discussion qui ça vaut la peine de l'avoir aujourd'hui. Hein? Ça vaut la peine de l'avoir, mais il y a plein de monde qui n'ont pas vu ça comme ça. Là. Sur LinkedIn, là, je vous le dis, là, mon post a été viral, puis j'ai même eu des menaces. Écoute, ça a enragé beaucoup d'hommes. Puis il y a du monde qui m'ont écrit, m'ont dit « Hey, Janie, c'est effrayant. As-tu vu ça? Il y a la différence entre l'opinion des hommes et des femmes par rapport à cette situation-là. Puis, tu sais, tu as même eu des menaces de telle personne. » Effectivement, tu sais, il y a des hommes qui ont été très, très, très fâchés par mon post. Pourtant, tu sais, moi, ce que je disais, c'est ce qui est important. Tu sais, en fait, c'est que la meilleure stratégie au monde ne marchera pas si elle repose sur un humain qui n'est pas conscient, puis qui ne s'est pas effondré, puis qui ne s'est pas dit c'est quoi ma part de responsabilité, puis qui ne s'est pas dit qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Et là, on en arrive au parallèle que je fais avec parce que j'ai pas le goût que ce soit cette portion-là qui fasse là, parce que c'est ancillaire, mais tu sais, ancillary, comme on dit en anglais, mais le parallèle est facile à faire, tu sais.
je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit dans mon post, OK? Tant que l'homme se verra seulement comme une victime de l'exposition, tant qu'il ne verra que l'injustice ou la honte, le chemin de la rédemption restera inaccessible. Parce que dans une crise comme celle-là, ce n'est pas la stratégie qui fait le comeback. C'est la réaction intérieure de l'homme qui la traverse. La meilleure stratégie au monde échoue si elle repose sur un humain qui ne s'est pas encore effondré un peu. Et là, je vous ramène à la fameuse réponse de Gilbert Rozon dans la presse. Et qui démontre qu'il n'y a absolument pas de prise de conscience ou de responsabilité assumée dans sa posture. Lui, c'est une pauvre victime et voilà, c'est juste ça, sa posture. Fait que sa rédemption, tu sais, lui, il dit qu'il a été cancellé puis qu'il est persona non grata. Oui, mais c'est à quelle heure qu'il va prendre la responsabilité, coupable ou pas? C'est à quelle heure qu'il va dire, écoute, voici ce que j'ai fait qui a contribué à... Voici ma part de responsabilité dans patente. Tu sais, la vie n'est pas que injustice, c'est pas que blanc ou noir, là, c'est pas ça. Puis, tu sais, à quelque part, j'ai mon propre opinion, puis ça me tente pas d'y aller de tout ça. Je veux pas que ce soit ça qui fasse l'objet du centre de mon épisode aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a zéro prise de responsabilité dans son affaire. Fait qu'il n'y en a pas de rédemption possible pour lui en ce moment. À cause de ça. Puis à cause de sa réaction à lui dans l'affaire. C'est peu importe les circonstances autour. Alors, parce qu'il n'y a pas... Sans la prise de responsabilité, il n'y a pas d'histoire qu'on peut raconter de rédemption. Il n'y a pas d'histoire crédible qu'on peut raconter. Tu sais, lui, Andy Byron, là. Admettons là, que là, il va rester silencieux pendant un bout parce qu'il ne peut pas dire dans 3 jours « Ah, j'ai changé, j'ai tout compris, tout ça, c'est pas crédible. » Pas crédible. Il va avoir une crise à traverser, là. Avec sa femme, ses proches, son entreprise, il faut qu'il négocie sa sortie. Oui, il a démissionné, mais il a dû négocier des termes, là, puis combien, puis quel montant, puis est-ce qu'il perd ses actions? Parce que, tu sais, il perd ses actions d'entreprise ou pas? Il y a peut-être juste, tu sais, peut-être qu'il perd ses revenus futurs, mais s'il garde ses actions puis que l'entreprise s'en va public dans pas longtemps, tu sais, il perd aucun de son revenu potentiel par rapport à ça, tu sais. Il n'y aura peut-être pas de coût là, financier tant que ça. L'enjeu, c'est sur la réputation avant tout, mais bon, sa réputation dans le privé, les gens qui ne s'offusquent pas de la loyauté envers une femme, il n'y aura pas... tu sais, s'il y arrive la même chose que Clinton, Trump, Oberman, il n'y en aura pas tant que ça d'impact. Puis publiquement, ben, tout dépend s'il veut reprendre un rôle public ou pas. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de se reprononcer là-dessus. Il y en a qui choisissent de ne pas réouvrir la conversation, de ne pas réouvrir le débat. Ceci dit, s'il veut s'expliquer, des fois, ils vont vouloir s'expliquer. Des fois, tu sais, ce qui a traversé le monde entier, peut-être qu'ils vont vouloir revenir là-dessus. À ce moment-là, ben, il va falloir qu'il parle de son cheminement personnel par rapport à cette affaire-là. Moi, jour 1, quand Marie-Pierre Morin est arrivée l'histoire, je connaissais le chemin de la sortie de cette histoire-là. C'était prise de conscience d'un problème de consommation, ensuite rehab, et après ça, retour sur la scène publique en expliquant là, le chemin de croix. Ça, c'était le chemin pour s'en sortir. Mais d'un coup, que Marie-Pierre Morin se serait présentée comme la pauvre victime de Safia Nolin, puis qu'elle aurait pris aucune prise de conscience. Ouais, c'est vrai que je suis tout le temps quand je sors, que je fais des blackouts, que je m'en rappelle plus de ce qui se passe, puis que je peux faire des niaiseries épouvantables. Mais mettons qu'elle refuse cette prise de conscience-là, ben elle peut pas embarquer dans le chemin de la rédemption. Donc, c'est sa réaction qui, ultimement, a déterminé, puis combien de temps aussi ça va prendre avant que la personne aille cette prise de conscience-là pour le retour vers la rédemption. Alors c'est ça, chemin très long pour Monsieur Rozon. Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver
avec sa condamnation. Puis, pas condamnation, là, mais c'est une poursuite. Il va-tu devoir payer? Ensuite, c'est ça. Pour Byron, on va voir qu'est-ce qui va arriver par après. Puis, pour moi, j'ai pas trouvé ça si le fun d'avoir un post polarisant comme ça, puis d'avoir des bêtises à ce point-là, là. Des gens qui te disent... tu sais, en dedans, là, c'est pas le fun, là. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, si t'as des haters, c'est bon pour la business. Mais faut être conscient du fait que quand on lit les bêtises que les gens nous écrivent, bien, ça fait mal, puis ça bouleverse pour la journée. Moi, tu sais, je me sentais pas... j'étais pas à mon top, là, quand je... Surtout, là, les posts un petit peu menaçants, là, tu te dis, Seigneur, j'espère que tu le lis pas. En tout cas, je leur envoie de l'amour. Hein? Les gens qui sont fâchés sur Internet ont souvent besoin d'amour. Alors, mais c'est sûr, c'était pas super le fun maintenant, fait que je veux juste dire à toutes mes clientes qui m'écoutaient, là, à qui je dis « Ah, c'est bon, vous allez voir les haters, c'est bon pour vous, puis ça démontre, ça vous donne un stage, ça vous donne l'occasion de prendre la parole, vous défendre, démontrer votre caractère, tout ça, mais sachez que je le sais qu'en dedans, c'est pas toujours facile. Raison plus pour être bien entouré, pouvoir ventiler, pouvoir en parler de ça, des choses qui sont moins le fun à lire quand on fait des posts qui polarisent. Alors, voilà, c'est dans mon épisode du jour. Je sais que la semaine passée, je vous ai dit que j'allais parler de The Weeknd, mais ça s'en vient. Savez-vous que je vais aller au show? Fait que ça s'en vient. Le blueprint de The Weeknd, là, c'est extraordinaire, là. C'est Taylor Swift, version gars, là. Et c'est un modèle d'affaires de génie. C'est ça que j'ai découvert, je m'en doutais. Mais là, en faisant mes recherches, j'ai réalisé l'ampleur du phénomène, mais l'ampleur du génie qu'il y a derrière, puis de toute l'architecture business qu'il y a derrière ça. Puis, je rentrerai pas dans des détails techniques, là, mais juste pour vous démontrer qu'une domination mondiale à ce point-là, c'est orchestré de main de maître, puis ça se fait pas par hasard, puis on lance une tourne à radio, puis c'est fini, là. C'est vraiment plus ça, la vie. Puis les autres, ils l'ont fait en conséquence. C'est assez formidable ce qu'ils ont été capables de faire. Alors, on va parler de ça la semaine prochaine. Si vous avez aimé mon épisode, venez me voir sur LinkedIn. Venez liker mes réponses sur mon post controversé. Puis partagez aussi cet épisode avec des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés par la gestion de la réputation en ligne, par les questions qu'on doit se poser maintenant quand on a des posts viraux qui suscitent beaucoup de réactions, comment gérer une crise numérique, quel est le chemin de la rédemption quand on a peur d'une cancellation. Alors, n'hésitez pas à le partager, liker, commenter. Ça m'aide toujours à vous fournir ce contenu de J'ai une idée gratuitement. Merci.